Alors on va commencer par l'ancien. C'est leurs itinéraires. Merci. Je m'appelle donc Michel Pierre, j'exploite l'herboristerie du Palais Royal à Paris depuis 42 ans. Ma formation est celle de préparateur en pharmacie. Je rappelle toujours que j'ai fait cette formation à la campagne parce que il y a 42 ans, c'était encore l'époque où on faisait des mélanges de plantes, on faisait des crèmes, on faisait des médicaments. Tous les médicaments qui sont manufacturés maintenant, on les fabriquait au fur et à mesure des demandes des clients. On faisait même des pilules de mie de pain, ce qui était assez amusant, mais ça existait, c'était comme ça. Ensuite, mon parcours m'a dirigé vers la capitale, à Paris, où je voulais exercer mon métier de préparateur en pharmacie. Et je me suis retrouvé dans cette ville comme distributeur de médicaments, tout simplement, déjà à cette époque. Et ça ne me plaisait pas du tout, ça ne convenait pas à ce que j'avais appris, ça ne convenait pas à mon état d'esprit. Donc le hasard m'a fait acheter en 1972 l'herboristerie du Palais Royal, située juste derrière le jardin du Palais Royal, dans la rue des Petits Champs. Je suis quand même, malgré ma formation, je suis arrivé dans cette herboristerie en ne connaissant pas grand-chose aux plantes. Et l'herboriste diplômé qui me couvrait juridiquement, puisque à cette époque-là, on avait le droit d'être couvert juridiquement par une personne diplômée, ce qui fait que j'étais en règle avec la société. On ne pouvait pas m'attaquer, j'exerçais une profession en règle avec la loi. Donc cette personne m'apprenait les plantes tous les jours, pendant 2 ou 3 ans. Donc c'est de cette façon-là que j'ai eu la plus grande connaissance sur l'usage des plantes. Ensuite, un éditeur est venu me voir pour me demander d'écrire un livre, et là aussi, ça m'a obligé à faire des recherches sur les plantes dans les livres anciens, dans ce qu'il existait à cette époque-là sur les plantes. Et il y a 40 ans, il n'y avait pas grand-chose comme nouveaux livres sur les plantes. Donc on retrouvait des livres qui avaient 20, 30 ans, et puis on s'aperçoit aujourd'hui que rien n'a changé. Hein, c'est toujours le même usage. Si on utilise de l'artichaut pour soigner le foie, on le savait déjà il y a plusieurs siècles. Et on continue à l'utiliser pour la même raison. Voilà. Oui, enfin moi j'ai commencé en même temps que lui, mais en 72 aussi, mais dans une pharmacie à Vincennes. Et donc j'ai fait beaucoup d'herboristerie à ce moment-là, mais comme dit Michel, il n'y avait pratiquement aucun livre. Donc j'avais commencé avec Valnet, et j'étais perdu parce que Valnet, il a fait des trucs bien, mais il donnait toutes les propriétés de chaque plante sur chaque truc, sans qu'on puisse faire le choix, quoi. On savait qu'une plante avait 50 propriétés, mais on ne savait pas laquelle utiliser. Ça demandait beaucoup de travail, voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas facile, il a fallu tout apprendre tout seul, quoi. Et il est intéressant de dire également que les pharmaciens n'avaient pas le droit de marquer le mot herboristerie sur leur enseignant, on leur a interdit. Oui, c'est exact. Eh bien moi, c'est aussi un chemin assez particulier, parce que je sors du giron pharmaceutique, hein, je suis docteur en pharmacie, mais l'aventure, si je puis dire, parce que c'est une aventure, être herboriste, hein, on verra ça tout à l'heure, a commencé en 1986. 86, et curieusement, ça a été aussi la rencontre de l'herboristerie et la rencontre de mon épouse, qui était aussi dans le milieu, puisqu'elle était préparatrice en pharmacie. Et du coup, on a allié à la fois, je dirais, le côté conjugal et le côté professionnel. J'ai donc exercé en qualité d'herboriste pendant 25 ans, et justement avec mon épouse. Depuis maintenant 3 ans, j'ai arrêté cet exercice. Mon épouse, elle, continue à Grenoble toujours, puisque cette herboristerie existe toujours à Grenoble, hein, rue Jean-Jacques Rousseau, une rue bien nommée, hein, pour quelqu'un qui... Voilà. Et pendant donc ces 25 ans, je veux dire, c'est une merveilleuse leçon, je dirais, d'humanité. Et je crois que pour la résumer, je me souviens d'un client qui était rentré une fois dans l'herboristerie, et il a dit ceci:
Monsieur, ici, ça sent la vérité. Alors, je trouvais que ce compliment tout à fait merveilleux. Ça sent, c'est vrai, ce qui est caractéristique d'une herboristerie. La première fois où vous rentrez, nous on sent plus, hein, Patrice, on sent plus grand-chose parce qu'on vit dedans, si je puis dire, comme un poisson dans un bocal. Mais quand on y rentre pour la première fois, ou si vous avez l'occasion, et j'espère que ça c'est encore le cas, de pénétrer dans ce lieu magique, eh bien c'est surtout l'odeur. Donc certains ont des affiches, des néons lumineux. Nous, on a finalement une affiche odorante. Et d'ailleurs, l'odorat, c'est aussi un de mes parcours favoris, puisque j'enseigne aussi l'aromathérapie à l'école lyonnaise, et une journée aussi consacrée à l'odeur que j'aime beaucoup. En fait, il ne faut pas tout vous raconter, mais avec le recul, on en parle tout à l'heure avec Michel, c'est un métier de passion. Vous ne pouvez pas imaginer que ça puisse être autrement. Vu les tracas que ça nous a rapportés, plusieurs fois on s'est retrouvé devant des tribunaux. Vous savez, c'est toujours amusant d'être devant un tribunal, entre les voleurs de poules, etc. Et vous n'avez rien fait de particulier, mais vous vous retrouvez là parce que vous n'avez pas finalement suivi l'autoroute. Vous avez préféré suivre les chemins de traverse. On a le droit quand même de prendre les chemins de traverse quelque part. Eh bien, c'est à la fois une leçon, parce que ça nous a permis de nous aguerrir quelque part et peut-être de renforcer encore notre capacité à exercer ce métier qui finalement est plus qu'un métier. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure lors de la conférence. Finalement, c'est avec le recul, quand la première fois je suis rentré avec mon épouse dans cette herboristerie à Grenoble qui n'existait plus, enfin qui ne fonctionnait plus suite au décès de l'ancien herboriste. Ça faisait 2 ans que le magasin était fermé. On rentre dans cet espace, alors ça sentait effectivement très poussiéreux, énormément poussiéreux. Avec mon papa, on a mis à peu près 6 mois à débarrasser les tiroirs de la poussière et des nombreuses araignées qui vivaient en toute joie dans cet espace. Mais avec le recul, je disais, finalement, je me pose la question, est-ce que c'est moi qui ai choisi de faire de l'herboristerie ou est-ce que c'est l'herboristerie qui m'a choisi? Je ne sais plus très bien aujourd'hui. Il est intéressant de voir aussi, malgré notre grand âge, l'évolution de l'herboristerie en une quarantaine d'années. Au début, c'est vrai que le client rentrait, c'était souvent une personne d'un âge moyen qui venait chercher quelque chose pour essayer de solutionner son problème. Et puis, petit à petit, on a vu de plus en plus de jeunes personnes venir chercher des plantes pour se soigner, mais aussi pour prévenir, pour avoir une bonne santé. Ça a été des tisanes. Et puis ensuite est arrivée la mode de la gélule. Alors, les gens se donnent bonne conscience en consommant des gélules de plantes, mais quand on sait que dans chaque gélule, il y a 250 mg de plantes par gélule, on ne peut pas dire que l'on va obtenir un résultat important avec un traitement de ce genre. Et puis, petit à petit, l'herboriste a fait des teintures, des macérations de plantes, des concentrés végétaux avec une teneur alcoolisée plus ou moins importante, ou des solutions glycérinées qui permettaient d'extraire le maximum de principes actifs. Et on voit arriver maintenant chez nous des personnes jeunes, des personnes motivées. Je ne veux pas dire que toutes les autres personnes ne se soignent pas par les plantes, mais le grand plaisir que nous avons, c'est que nous voyons des personnes de tous les âges venir chercher une solution, venir chercher une information, venir demander quelque chose, un produit quelconque à base de plantes pour trouver une solution pour sa bonne santé. Oui, excuse-moi Pierre, mais il y a 2 types de personnes qui viennent nous visiter en quelque part. Il y a, disons, les personnes qui savent ce qu'elles veulent. Alors je me rappelle, tu parlais de personnes d'un certain âge, et j'avais plusieurs personnes âgées qui venaient régulièrement m'acheter de la salse pareille. Alors moi je débutais à l'époque, la salse pareille, ça c'est pour les schtroumpfs. Et en fait, la salse pareille, ils en prenaient donc en tisane, à raison à peu près de 2 tasses par jour, et à peu près 10 jours par mois. Et
Plusieurs fois, je dis, mais finalement, est-ce que vous envisagez de soigner un problème de peau quelconque, hein? Vous savez peut-être que la salsifrarie, c'est une plante qu'on utilise beaucoup pour soigner les dermatoses, notamment. Non, non, pas du tout. C'est en fait quelque chose qui permet d'avancer en âge. C'est une plante qui permet d'être vigoureux, même à un âge avancé. Et ça, c'était connu des anciens herboristes. Plus tard, je me suis intéressé en tant que... Parce que moi, j'aime beaucoup la chimie, hein, vous verrez ça tout à l'heure, c'est aussi intéressant, la chimie. C'est passionnant, la chimie. Et dans les plantes, dans la salsifrarie notamment, il y a des principes avec des noyaux stérols, et donc ça a finalement une action quelque part de régulation sur des hormones de type DHEA. Or, la DHEA, ça fait partie aussi des choses qui nous permettent d'envisager de vivre en bonne santé et relativement âgé. Donc il y a ça, ce type de clientèle. La DHEA, la dihydroépiandrostérone, c'est une de vos hormones importantes et qui, malheureusement, à partir de 30 ans, subit une courbe très descendante. Voilà. Et puis, finalement, il y a un autre type de personnes qui, elles, viennent demander des conseils. C'est là où on pourra aussi reparler de ça. L'herboriste, c'est un conseiller de santé. Et j'aime beaucoup aussi cet aspect-là, c'est-à-dire pas seulement l'aspect purement maladie, mais aussi l'idée d'une prise en charge, on en parlait tout à l'heure à table, ça fait partie des missions, entre guillemets, je n'aime pas trop le terme de mission, des fonctions de l'herboriste, c'est d'entretenir la santé, ce que nous prolongeons avec l'école notamment, puisque dans nos écoles, le but c'est surtout ça, c'est d'enseigner la santé. Et nous avons aussi tristement la clientèle qui vient en fin de parcours quand il y a presque plus de solutions à faire. Il nous arrive très très souvent de conseiller des plantes pour mieux supporter les traitements indispensables de chimiothérapie, de radiothérapie ou de médications très lourdes. Et ça, avec les remerciements de la plupart des oncologues. Oui, ça c'est quelque chose qui est important et qu'on nous demande souvent. Est-ce que vous soignez les maladies lourdes? D'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une maladie lourde, et ensuite, il faut savoir si quelqu'un d'autre les soigne. Et si vous regardez bien autour de vous, quelle que soit la médecine utilisée, l'allopathie ou l'acupuncture, ce que vous voulez, eh ben, on ne soigne pas beaucoup de maladies lourdes. Donc nous, on n'a pas la prétention de soigner pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas trop sûr, et la deuxième, c'est qu'on est sûr d'aller en prison. Donc c'est plutôt ennuyeux. Donc ce qu'on fait, c'est ce que vient de dire Michel, c'est qu'on va aider les gens à supporter le traitement. Parce qu'une partie du soin des maladies lourdes va être traitée par le traitement, justement, mais souvent ça ne dure pas. Par contre, pendant la durée du traitement, on a besoin de soulager les différents organes d'élimination et de restructuration. Donc ça, l'herboristerie, elle a ça. Je ne dis pas la phytothérapie, hein, parce que là, on est dans un autre domaine. L'herboristerie a sa place. Et elle a une bonne place, et on a beaucoup de bons résultats, à la fois avec des tisanes, puis aussi avec des crèmes. On a quelquefois des oncologues, comme on dit maintenant, qui nous demandent des formules pour soigner les brûlures dues au traitement. Et on arrive avec niaouli et quelques plantes à avoir des bons résultats. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis il y avait autre chose que je voulais dire tout à l'heure, mais j'ai oublié, je vous le redirai. C'est pour la mémoire. Il y a aussi une chose que Jean-Marie Pelt a parlé ce matin, c'est le fait que la notion de totem, vous avez compris à travers son exemple sur l'artichaut qui était tout à fait singulier. Alors je dirais que nous, on prolonge en tant qu'herboriste cette action au-delà même de la plante, puisqu'on mélange des plantes. Et je crois que ce qui finalement singularise un herboriste d'un phytothérapeute, c'est le fait qu'on utilise beaucoup de mélanges. On aime mélanger les plantes. Comme j'explique souvent en cours, on crée des équipes. Et de manière préférentielle, des équipes gagnantes, évidemment. On n'est pas coach une équipe qui perd. Coach une équipe qui va gagner, forcément. Donc c'est ça. Alors ça surprend souvent. Ouais, souvent, mais comment ça se fait? Vous mettez 5, 7, alors on n'en met pas non plus plus que 20, hein, je ne peux pas exagérer non plus. Bien qu'il y ait parfois des mélanges assez surprenants. Alors c'est très complexe pour un phytothérapeute ou quelqu'un qui est un pharmacologue qui veut expliquer évidemment le contenu moléculaire d'un mélange de plantes, c'est extrêmement complexe. Mais là encore une fois, un mélange réussi, le tout est plus que la somme des parties.
Et ça, c'est l'art de l'herboristerie. C'est vraiment cela. Nous sommes des conservateurs du patrimoine. Nous constatons aussi en herboristerie que dans les traitements de prévention, les clients utilisent de plus en plus des cures dépuratives, de drainage, d'élimination au printemps et à l'automne. Ce qu'on appelle la douche interne. On nettoie tous les organes pour qu'ils fonctionnent mieux. Donc ça fait partie, c'est le b.a.-ba de l'herboristerie, et du jardinier également, parce que le jardinier, il nettoie son terrain avant de planter. Donc c'est un peu la même méthode. Oui, d'ailleurs, la forme tisane, que nous sommes les ardents défenseurs, moi j'ai trouvé au cours de mon activité, ou en 25 ans, que j'ai pu redonner goût à la forme tisane. Bien souvent, dans l'imagerie populaire, la forme tisane, c'est forcément mauvais, c'est un truc infect à avaler, etc. Alors, il y a ça, hein. Moi, parmi aussi nos vieux clients, j'en avais quelques-uns, mettez-moi les plantes les plus amères possibles. Les plantes douces, ça c'est pour les gringalets. Enfin, c'était un vieux résistant, je peux vous assurer qu'il était costaud. Alors, il supportait la petite centaurée, le méniante, l'artichaut, l'armoise, tout en même temps, pas de problème. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de voir ce genre de choses, c'est costaud, il faut s'accrocher. Bon, eh bien, quelque part, cette façon de faire est très importante, de conserver la notion du goût aussi. Alors moi j'ai pu montrer que finalement, ranimer la forme tisane, et j'ai des personnes, au fil du temps, ce que disait Michel, c'est-à-dire que des personnes la clientèle a plutôt rajeuni. Et j'ai pu voir des personnes jeunes apprécier les formes tisanes, et surtout avec le cycle des saisons. Ça, je trouve que c'est une des réjouissances de l'herboristerie, c'est d'anticiper en quelque sorte. Hein, la vraie prévention, c'est ça. C'est d'utiliser au printemps, par exemple, des plantes qui vont nous permettre de mieux vivre l'été, par exemple. Voilà. Moi, je suis dans le parisianisme. À Paris, c'est encore notre état d'esprit. Et nous avons comme clients de plus en plus de grands chefs et de grandes tables qui me font faire des préparations pour donner à leurs clients, enfin proposer à leurs clients après un repas. On retombe bien sûr dans les plantes parfumées, qui sont les plantes aromatiques à teneur en huile essentielle et qui ont une fonction digestive, quelquefois antispasmodique. Je ne sais pas finalement si c'est pour faire passer leur repas un peu lourd, mais en tout cas, beaucoup de personnes consomment ces tisanes à la place d'un café après le repas. C'est exactement, ça m'est revenu ce que je voulais vous dire. C'est là, actuellement, on vit non pas seulement dans le parisianisme, mais surtout dans l'hypocrisie la plus totale. On vous dit, vous n'avez pas le droit de faire de la santé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait de la santé. Quelqu'un qui vient vous voir, qui vous dit j'ai mal au foie, j'ai de l'hépatite, j'ai ceci, j'ai cela, vous le soignez. On n'a pas le droit de dire que c'est du soin, mais c'est du soin. Vous devez dire que c'est du bien-être. Eh bien d'accord, c'est comme les massages. Vous savez, les massages, les kinés ont seul droit au massage. Mais quand vous faites des massages à côté, c'est la même chose, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Et bien moi j'en ai assez, je veux dire qu'on fait vraiment de la santé. Je sais que ça ne va pas plaire ce que je dis, mais les gens qui viennent, la seule chose qu'on ne fait pas, c'est le diagnostic, parce que de toute façon, les gens, quand ils viennent chez nous, ils savent ce qu'ils ont. Donc, ce n'est pas un problème. Mais on fait de la santé. Je veux dire, quelqu'un qui vient avec mal à la tête, qui vient avec une diarrhée et qui est guéri, on appelle ça comment du bien-être. Vous voyez, moi, je crois qu'il faut arrêter maintenant. Il faut que vous-même, autour de vous, vous en parliez en disant, moi, je vais voir mon conseiller de santé. Voilà, parce qu'on est là pour ça. Alors bon, je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup à ce que je dis, mais maintenant, il faut arrêter cette espèce d'hypocrisie de sauvegarde des différents monopoles. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Et puis maintenant, avec Internet, avec machin et tout, nous, toutes nos écoles dont vous allez entendre parler tout à l'heure, on est là pour remettre les choses au point, pour faire une formation qui tienne le coup, et que les gens, au lieu d'être dans l'interdit, ils soient dans la connaissance. Je pense qu'il serait intéressant peut-être que nous puissions répondre à des questions. On n'est pas là pour monopoliser la parole, hein, donc ça peut être aussi une bonne façon de faire. Si vous avez des questions précises sur nos métiers respectifs, n'hésitez pas, hein, c'est interactif. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Présenter? Vous présentez?
présenter. Ah oui, ils l'ont fait au début. Mais vous n'avez peut-être pas suivi un épisode alors. Je ne me suis pas présenté moi, alors peut-être. Alors, Gilles Corjon, voilà, donc je suis à la fois, j'ai été herboriste pendant 25 ans, j'ai une formation de pharmacien, et je suis enseignant à l'école lyonnaise de plantes médicinales et maintenant conseiller scientifique. Oui, je l'ai dit. Alors, Patrice de Bonneval, herboriste à Lyon. Voilà. Et Michel Pierre, herboriste à Paris. Et on n'est pas seulement herboriste, on est des philosophes dans la nature. Je ne dis pas de la nature parce que ça a déjà été déposé, mais nous sommes des philosophes dans la nature. Dès qu'on a parlé à des gens, dès qu'on a voulu les aider, les soigner, dès qu'on a eu un rapport avec eux, on devient vraiment philosophe. Et puis quand on voit un arbre, quand on parle à un arbre, quand on parle à une plante, etc., eh ben on est philosophe et surtout on est dans l'attente et dans l'écoute. Et ça, la première qualité de tout soignant, c'est l'écoute. Et l'écoute dans l'amour, bien sûr, mais l'écoute. Sinon, c'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas, les médecins ont quelquefois du mal, parce qu'ils n'arrivent pas, toujours, on ne leur a pas appris à être dans l'écoute. Mais ceux qui le sont, mangent très bien. Hein. Donc je présente Michel Pierre, herboriste à Paris. Oui, allez-y. Deux questions rapides. Officiellement, le diplôme d'herboriste n'est plus reconnu, en France tout du moins. Vous n'arrêtez pas de vous qualifier, et merci, d'herboriste. Donc, comment pouvez-vous, par rapport à la loi, c'est peut-être très rigoureux, hein, mais par rapport à la loi aujourd'hui, comment pouvez-vous vous qualifier d'herboriste sans être avec des menottes à la sortie? Ah ben, ça peut se terminer comme ça. Hein. D'accord. Que... Et deuxième question qui m'est venue en vous écoutant, donc vous donnez des plantes, vous êtes dans le soin, je partage tout à fait votre avis. Mais, alors là aussi, très pointu, peut-être le juriste demain matin nous répondra, la responsabilité de l'herboriste, mais vous êtes tous pharmaciens, c'est ça qui est important, mais quelle est la responsabilité de l'herboriste qui vend certaines plantes par rapport au fait que vous l'avez très bien dit, et vous n'avez pas fait de diagnostic? Quelle est votre responsabilité par rapport à la vente de certaines plantes qui peuvent être toxiques si on les dose mal? En herboristerie, on ne vend pas de plantes toxiques. Oui, c'est ce que j'allais déjà. Nous avons connaissance, justement, grâce aux connaissances de plus en plus récentes, nous avons les connaissances des plantes contre-indiquées qui ont certaines interactions médicamenteuses. Nous avons de plus en plus de connaissances de plantes qu'on ne doit pas utiliser dans les cas de femmes enceintes ou allaitants. Toutes les plantes toxiques ou dangereuses ou qui ne nous plaisent pas ou qui ont, puisque même dans les sciences nouvelles et dans les analyses nouvelles, on a découvert que certaines plantes avaient des actions cancérigènes. Donc toutes celles-ci, on les élimine, on ne les tient pas en herboristerie. Nous ne vendons que des plantes n'ayant pas de contre-indication, n'ayant pas d'effets secondaires. Quand il y a certaines plantes qui peuvent avoir des interactions médicamenteuses, comme la plus connue, le millepertuis, on informe toujours le client, ou on lui demande des informations qui nous racontent un petit peu son histoire au niveau des médicaments. Oui. Je préciserai quand même que même si on n'utilise pas de plantes réellement toxiques, c'est vrai, dont la dose finalement thérapeutique et la dose toxique sont très proches, c'est ça qu'il faut écarter. Pour le reste, il est important de comprendre que souvent une plante peut devenir toxique suite à un mésusage, c'est-à-dire un usage par exemple trop prolongé, à des doses trop fortes. Alors ça fait partie aussi de nos compétences, c'est-à-dire de mettre en garde sur une utilisation, on va dire, dévoyée d'une plante. Et par le passé, nous avons eu ce genre de choses. Hein. Certaines plantes nous ont été retirées suite à de mésusages. Vous vous rappelez peut-être, c'était dans les années 90, quelque chose comme ça, de la germandrée petit chêne, Teucrium chamaedris, cette plante qui est utilisée traditionnellement dans le midi de la France comme plante au printemps, comme plante dépurative, c'est très amer, mais en thérapeutique traditionnelle, on l'utilise qu'en tisane, que sous forme de tisane. Et populairement, on l'utilise sur des cures de courte durée, une dizaine de jours généralement.
Or, dans les années 90, cette plante a été vendue en gélules. Et l'idée qui était recherchée, c'était que ça pouvait faire maigrir. Effectivement, une activation de la lipolyse au niveau hépatique. Sauf que si on en prend sous cette forme-là, d'une part, et des quantités, et sur un temps trop long, la plante finit par avoir une certaine hépatotoxicité. Le législateur, lui, il coupe, terminé, la plante est retirée du marché. Voilà un exemple pour lequel l'herboristerie est très importante, c'est-à-dire mettre en garde et en quelque sorte bénéficier de conseils, puisque nous sommes un herboriste, un homme de terrain. Votre présence ici et la consommation de plus en plus importante de plantes va être bénéfique pour la société mondiale, puisque on découvre actuellement dans le monde entier une centaine de molécules d'alcaloïdes différents. Et donc, plus il y aura de consommation de plantes, plus il y aura de recherche, plus il y aura de découvertes. Alors, pour répondre à monsieur aussi, l'herboristerie que moi j'ai achetée, elle date depuis 1850. Gilles, c'est pareil à peu près. Toi, c'est pareil. On n'a jamais eu une seule plainte. On n'a jamais eu un effet secondaire. Alors, notre responsabilité, elle est où ? Elle est simplement dans le fait qu'on connaît notre travail, qu'on fait des mélanges. Moi, je fais des mélanges de plantes qui existent depuis 1850, je ne les ai jamais changés. C'est que depuis 2012 qu'on est obligé de changer nos mélanges. Résultat, on a des mélanges moins efficaces, moins intéressants, et qui sont comment dire, obligés par des gens qui sont des fonctionnaires, et donc pas des thérapeutes, pas des gens qui sont spécialistes comme nous. Donc on est dirigé actuellement par des gens qui font des choix par rapport aux principes actifs qui sont dans les plantes et pas par rapport à l'action habituelle qu'on en a. Il faut qu'on appelle les gens comme nous des praticiens. Nous, les trois que vous voyez ici, on pourrait dire qu'on est des maîtres herboristes. De même qu'un maître luthier, un maître potier. Nous, 40 ans d'expérience, je pense qu'on mérite le nom de maître herboriste et donc on mérite d'être écouté. Ce n'est pas le cas du sénateur Fichet qui dit qu'on est nul. Alors de quel droit est-ce qu'il peut se permettre ça? Donc pour répondre à votre question, on n'a aucun problème sur ce plan. Oui, et même avec, pour rebondir aussi sur ce sujet, même avec une liste, on va dire, limitée en plantes, ce que je trouve effectivement tout à fait déplorable d'ailleurs, notre créativité s'exprime toujours. Donc même si vous avez que 20 plantes, je peux vous garantir que nous trouverons toujours des solutions pour envisager de maintenir la santé. J'en suis persuadé. Même, bien entendu, on préfère avoir plus d'outils. Ça veut dire que je vais... Mais même, vous savez, la contrainte, c'est dans la contrainte qu'on déploie toute son intelligence. Et finalement, ça nous a obligés à aller piocher, à aller travailler sur les plantes en profondeur. J'aimerais bien parler de ce sujet-là. J'aime bien parler de plantes très simples, vous voyez, telles que le pissenlit. Je parlais tout à l'heure du chien-dent, si vous le voulez bien. Ce sont des plantes souvent ignorées. On leur préfère souvent des espèces très exotiques, pleines de mystères. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge, on faisait déjà la même chose. Mais lorsque vous approfondissez la connaissance d'une plante, je dis bien la connaissance, comme Patrice le dit ce matin, vous êtes surpris de voir à quel point les plantes sont des ressources remarquables. Encore une fois, parce que c'est toujours pareil, les plantes médicinales, ce n'est pas des réceptacles de principes actifs, ce sont des êtres vivants. Et donc, un herboriste, ça contribue à soigner. Ce sont des êtres vivants qui aident d'autres êtres vivants. Voilà ce que je voulais dire. Alors, le problème, ce n'est pas le nombre de plantes, c'est qu'on nous oblige à choisir des plantes qui n'ont rien à voir dans notre liste. On aurait pu choisir nous-mêmes les plantes, ça aurait été beaucoup plus intelligent. On nous aurait dit choisissez 148 plantes, ben on sait qu'elles auraient fonctionné. Là, on a des trucs absolument aberrants. Aberrants. S'il vous plaît, je vais passer le micro. On va passer ensuite rapidement au deuxième table ronde. On va prendre une dernière question. On va faire une petite pause. Et puis on aura l'occasion de poser d'autres questions. Et on est tout le week-end avec vous. Mais simplement, donc, on est obligé de respecter le timing. C'est un peu dans la même ligne que l'autre question de monsieur. Si on a supprimé le diplôme d'herboriste, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des herboristeries? Finalement, si vous achetez une herboristerie, vous avez le droit de continuer à vous appeler herboristerie. Non, mais tant mieux, mais c'est totalement illogique.
Et puis, les mêmes plantes vont être vendues chez Sartori's, La Vie Claire, je sais pas quoi, enfin dans tous les rayons. Et sur Internet, vous trouverez des plantes que vous ne trouverez pas sur le marché français. Par contre, il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas de quelle plante ou de ce qu'on a à faire. Quand vous dites qu'on a le droit, c'est qu'on a pris le droit. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, on a parlé de... Moi, je pense qu'on a pris le maquis, hein, quelque part. Hein. Dans tous les pays, il y a faire des ce choix. dissidents. Et si je puis dire, c'est plus le cas maintenant, mais au début de mon activité, mes confrères me regardaient comme si j'étais un renégat. Tu l'es. Oui, Tu l'es. d'une certaine manière. Mais je l'assume. Bon, on va terminer peut-être là-dessus. On va terminer peut-être là-dessus. Simplement, le mot herboriste, on le prend de force. On n'a absolument pas le droit. Le mot herboristerie, tout le monde a le droit de le prendre, l'herboristerie, parce que c'est un commerce. Vous mettez herboristerie, il y a un nom derrière, vous avez le droit. C'est aberrant, c'est comme ça. Et le mot herboriste, on l'a pris de force et on le garde.